Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. J'espère que tu vas bien et que tu trouves un peu de douceur dans cette semaine. Ou peut-être justement que tu es venu en chercher ici. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet aussi réconfortant qu'intrigant, le chocolat. Cette petite douceur qu'on glisse sur la langue, parfois machinalement, souvent avec bonheur, mais dont on connaît finalement assez peu l'histoire et les enjeux. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que tu vas écouter. On commence par le cacaoyer, un arbre tropical absolument essentiel, puisque ce sont ses fèves qui sont à l'origine du cacao et donc du chocolat. Son nom scientifique, Theobroma cacao, ce qui signifie littéralement nourriture des dieux. Ensuite, la fermentation, un processus naturel mais complexe qui permet de transformer les sucres présents dans les fèves de cacao en composés aromatiques. C'est une étape cruciale dans la création des arômes qu'on associe au chocolat. Tu entendras aussi le mot pharmacopée, qui désigne l'ensemble des remèdes traditionnels, souvent à base de plantes, utilisés dans les médecines ancestrales. Enfin, l'agroforesterie, une manière intelligente et durable de cultiver, en associant des arbres à d'autres cultures, comme le cacaoyer, pour favoriser la biodiversité et mieux préserver les écosystèmes. Entrons maintenant dans le vif du sujet et partons ensemble sur les traces du chocolat. Quelles sont les origines du cacao ? Le cacao a une histoire millénaire, profondément enracinée dans les civilisations précolombiennes d'Amérique centrale. Ce sont les Olmèques, il y a plus de 3000 ans, qui auraient été les premiers à cultiver le cacaoyer dans les basses terres fertiles du golfe du Mexique. Ces pionniers ont développé des techniques de fermentation et de séchage des fèves qui, malgré les siècles, restent aujourd'hui étonnamment proches de celles utilisées dans les plantations modernes. Déjà, on reconnaît dans leur approche un rapport respectueux et pragmatique à la nature. Plus tard, ce sont les Mayas qui vont enrichir considérablement l'usage du cacao. Chez eux, il n'est pas simplement un aliment ou une boisson, mais un élément central de leur culture, autant sur le plan médical que spirituel. Les guérisseurs mayas l'incorporent dans leur pharmacopée en le mélangeant à des plantes médicinales pour soigner différents troubles, fatigue, douleur, troubles digestifs. Et sur le plan symbolique, le cacao est vu comme un don sacré du dieu Kukulkan, le serpent à plumes. Il est utilisé lors de cérémonies religieuses où il permettait une connexion directe entre le monde terrestre et le monde divin. Le cacao, à cette époque, ne se mange pas, il se vit. Les Aztèques, eux, vont pousser encore plus loin cette vision du cacao comme produit d'exception. Leur boisson rituelle, le xocoalt, est bien différente du chocolat chaud sucré que nous connaissons. Elle est amère, épicée, puissante, préparée avec du piment, de la vanille et d'autres épices. Elle est réservée aux élites, les guerriers
les prêtres, les nobles. Cette boisson n'est pas seulement énergétique, elle est aussi identitaire. Elle incarne le pouvoir, la force et le lien au sacré. Que se passe-t-il quand le cacao débarque en Europe? C'est un choc culturel, c'est la naissance d'un nouveau goût. L'arrivée du cacao en Europe au XVIe siècle bouleverse totalement son usage et son image. Les conquistadors espagnols découvrent le xocoalt et en ramènent les fèves sur le vieux continent. Mais là, problème, les palais européens, peu habitués à l'amertume, n'adhèrent pas à cette boisson brute. Très vite cependant, les Européens commencent à l'adapter. On y ajoute du sucre, de la cannelle, parfois du miel ou de la fleur d'oranger. Le cacao devient peu à peu un breuvage de luxe, adouci par les cours royales. Pendant plusieurs siècles, le chocolat reste une boisson réservée à l'aristocratie. On le boit dans des salons élégants, entre intellectuels et nobles. Il est synonyme de raffinement, de pouvoir, de distinction sociale. Il faudra attendre le XIXe siècle pour que cette précieuse boisson se transforme en quelque chose de plus universel, de plus solide et de plus accessible. C'est au XIXe siècle que le chocolat, tel que nous le connaissons aujourd'hui, prend forme. En 1828, le Hollandais Van Houten invente la presse hydraulique, un outil révolutionnaire qui permet de séparer le beurre de cacao de la pâte. Grâce à cette invention, on peut désormais produire du cacao en poudre, plus facile à mélanger, à transformer, à consommer. En 1847, la société britannique Fry & Sons va plus loin. Elle combine le beurre de cacao, la poudre et du sucre pour créer la première tablette de chocolat solide. C'est une véritable petite révolution. Pour la première fois, le chocolat n'est plus une boisson, mais un aliment qu'on peut tenir entre les doigts. Mais ce n'est pas fini. En 1875, Daniel Peter, en collaboration avec Henri Nestlé, développe le chocolat au lait en utilisant du lait en poudre. Cette version, plus douce et crémeuse, conquiert rapidement l'Europe. Puis, en 1879, Rodolphe Lindt invente le conchage, un processus qui consiste à brasser le chocolat pendant des heures à une température précise pour obtenir une texture lisse et fondante. C'est cette étape qui donne au chocolat cette sensation en bouche si particulière, cette élégance fondante, cette caresse gustative que l'on connaît encore aujourd'hui. Mais derrière le plaisir, il y a une réalité bien plus sombre. Aujourd'hui, 80% du marché mondial de la transformation du cacao est contrôlé par 3 géants, Barry Callebaut, Cargill et Olam. Cette concentration extrême a des conséquences énormes sur toute la chaîne, en particulier sur les petits producteurs. La Côte d'Ivoire et le Ghana assurent ensemble environ 60% de la production mondiale. Pourtant, la majorité des cultivateurs vivent avec moins de 2 $ par jour. À cela s'ajoute un autre drame, le travail des enfants. On estime à 1,5 million le nombre d'enfants travaillant encore dans les plantations, souvent dans des conditions dangereuses et au détriment de leur éducation. Un cercle vicieux qui perpétue la pauvreté de génération en génération. Et ce n'est pas tout. La culture du cacao est aussi
l'une des principales causes de déforestation en Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, par exemple, la forêt est passée de 16 millions d'hectares en 1960 à moins de 2 millions aujourd'hui. Ce recul dramatique impacte la biodiversité, le climat et la résilience des sols. Le changement climatique, lui aussi, menace directement l'avenir du cacao. Avec la hausse des températures et la modification des régimes de pluie, certaines régions risquent de devenir totalement inadaptées à la culture du cacaoyer d'ici 2050. En d'autres termes, si on ne change rien, le chocolat pourrait devenir ou redevenir une denrée rare et inaccessible. Heureusement, des solutions existent et certaines sont déjà en marche. L'une des avancées les plus prometteuses concerne la fermentation contrôlée. En utilisant des souches de levure spécifiques, on peut affiner les arômes, réduire l'amertume naturelle et offrir des profils gustatifs beaucoup plus riches et nuancés. Le chocolat devient alors un terrain d'exploration sensorielle, presque comme le vin. L'agroforesterie, elle aussi, prend de l'ampleur en cultivant les cacaoyers. Au milieu d'autres espèces d'arbres, on préserve la biodiversité, on améliore la qualité des sols, on limite l'érosion et on diversifie les revenus des agriculteurs. C'est une solution résiliente, à la fois écologique et sociale. Et enfin, les nouvelles technologies permettent une traçabilité toujours plus fine du cacao. On peut désormais suivre une fève de la plantation jusqu'à la tablette. Cela permet plus de transparence, de justice et aussi une pression positive. En conclusion, que puis-je te dire ? Le chocolat est à un tournant de son histoire. Ce produit de plaisir, de gourmandise, de partage, nous renvoie aujourd'hui à des enjeux fondamentaux. Justice sociale, durabilité, climat. On ne peut plus le consommer de façon inconsciente. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons le pouvoir de faire bouger les lignes, en choisissant des produits équitables, en s'informant, en soutenant les producteurs engagés. On devient acteur ou actrice d'un changement global. Alors, la prochaine fois que tu croques un carré de chocolat, demande-toi, d'où vient-il, qui l'a produit et qu'est-ce que je soutiens en l'achetant ? Parce que oui, le plaisir peut être conscient et la gourmandise une forme d'engagement. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ce que tu as entendu. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un message sur ta plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de toi. Rappelle-toi que si tu veux continuer à améliorer ton français, tu peux bénéficier d'autres activités en t'inscrivant au club Les Grands Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres curiosités.